Le 17 juillet 1945 commence la conférence de Potsdam entre les trois grands alliés, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. Cette réunion définira les nouvelles frontières du monde. L'Allemagne, elle, la grande antagoniste de la Seconde Guerre mondiale, sera partagée en deux, ce qui donnera naissance à deux nouveaux pays. La République fédérale d'Allemagne, qui sera sous tutelle des Anglais, des Américains et des Français, et la République démocratique allemande, qui sera sous contrôle de l'URSS. Bien que la séparation des territoires fut décidée avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mur qui scinda une population en deux fut construit pendant la nuit du 12 au 13 août 1961. Ainsi, deux peuples bien distincts se créèrent. Mais comment cette situation impacta la vision qu'ils avaient l'un de l'autre? Est-ce que ce qu'ils pensaient savoir l'un de l'autre était vrai? Comment et par qui leur vision avait été altérée? C'est ce que nous allons découvrir grâce au témoignage d'un Berlinois de l'Ouest, Joachim Schick. Je m'appelle Joachim Schick et je suis né à Berlin en mars 1943. Et on se trouve actuellement dans la maison où je suis né. J'ai passé toute mon enfance à Berlin. J'ai passé également toutes ces années pendant la guerre et après-guerre à Berlin et subi la situation économique et politique qui en résulte. Les années de guerre, je ne les ai pas subies consciemment. Il ne me reste pratiquement pas de souvenirs. Si j'ai l'impression de m'en souvenir, c'est surtout par ces récits de ma mère que je connais la situation des personnes qui ont subi la guerre à Berlin, des bombardements spécialement. Je suis resté à Berlin entre mars 1943 et été 1944. C'était le moment où les jeunes mères avec des enfants étaient obligées de quitter la ville qui subissait des bombardements intensifs de la part des alliés de l'Ouest, spécialement des Américains. Donc on était obligés de quitter la ville, ma mère avec mon frère et moi, et ma grand-mère. C'est notre famille éloignée en Prusse orientale qui était obligée de nous accueillir de bon gré et malgré eux. Mais c'était obligatoire d'accueillir la famille. Nous étions donc contraints de nous déplacer là-bas et on passait presque une année jusqu'à l'arrivée de l'avancée de l'armée russe en Prusse orientale. Et puis c'est sur un char tiré par un cheval et un vétérinaire qui nous a embarqués vers l'ouest devant les Russes. Nous avons rejoint Berlin après la capitulation et on réintégré notre maison et on trouvait dans notre maison qui a résisté, qui a subsisté après la guerre malgré les dégâts, on a trouvé des familles dans notre appartement. Et donc il y avait une famille par chambre, tellement la précarité de vie était énorme. Il y avait je me souviens, ces années après-guerre étaient quand même des années de précarité, de faim, spécialement pendant le blocus qui a duré 11 mois entre 1948 et 1949. Ce blocus était mis en place par les Russes pour qu'ils puissent encaisser cette partie de l'ouest de la ville qui était un îlot sur leur territoire. C'était comme une verrue, n'est-ce pas, qui les gênait profondément, d'autant plus qu'il y avait
un air de liberté pour nous dans cette partie de la ville. Une liberté que les habitants de l'Est n'avaient aucunement. Pendant le blocus, toute la nourriture était amenée par des avions des Alliés, spécialement des avions des Américains. Toute la nourriture, tout le besoin de cette population était transporté par les airs. Et il y avait un avion chaque minute et demie, jour et nuit. Ces avions n'atterrissaient même pas en fonction de la marchandise qu'ils transportaient, qui, quand elle n'était pas trop fragile, était larguée en dessus des pistes d'atterrissage et les avions repartaient aussitôt pour rejoindre Francfort ou éventuellement aussi Hanovre. Cette période était une période vraiment de privation de nourriture essentiellement. Je ne parle même pas de privation de mouvement parce qu'on était enfermés. Mais ceci ne nous posait pas trop de problèmes vu que Berlin-Ouest comportait une grande partie de forêts et de lacs. Mais pendant toutes ces années, on n'a jamais quitté la ville. Après le blocus, l'immigration Est-Ouest reprit de manière très forte. On estime qu'en 1949, 129 000 Allemands de l'Est partirent pour l'Ouest, et ce nombre ne fit qu'augmenter d'année en année, jusqu'à la fermeture des frontières intérieures de l'Est en 1952. Depuis ce moment-là, et jusqu'à la construction du mur en 1961, presque tout l'exode se passait sur Berlin. Pour accueillir tous ces réfugiés, le gouvernement de l'Ouest mit en place un camp de transit dans le sud de Berlin, le camp de Marienfeld. Je connaissais bien ce camp parce qu'en étant enfant, on se promenait souvent jusque dans le sud de la ville et puis on y allait même si on ne pouvait pas y pénétrer vu que c'était un endroit qui était protégé et il fallait avoir une autorisation pour y pénétrer. Les gens qui avaient fui Berlin-Est et l'Allemagne de l'Est pour venir dans ce camp avaient évidemment la possibilité de quitter ce camp et de se promener librement dans la ville. Ce n'était pas un camp de prisonniers pour eux. C'était un camp d'accueil, un camp où on pouvait les loger jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre logement, soit à Berlin, soit en Allemagne de l'Ouest. Après la chute du mur, en 1989, le camp reprit ses activités, accueillant des Allemands de l'Est et les faisant transiter vers l'Ouest, jusqu'à la réunification de l'Allemagne le 3 octobre 1990. Les gens fuyaient avant la construction du mur, pas seulement pour avoir des meilleures conditions de travail, pour avoir une paye supérieure de ce qu'ils pouvaient espérer à l'Est, mais également parce qu'ils étaient également sous contrôle de l'Est. Très souvent, c'était des raisons politiques qui les motivaient de venir dans le secteur occidental de la ville. Et puis de quitter Berlin par les airs pour traverser l'Allemagne de l'Est et s'établir à l'Ouest. C'était pas seulement des questions économiques qui les motivaient. En effet, sous le régime du bloc de l'Est et comme dans tous les États totalitaires, la répression politique était très forte. Souvent, les opposants politiques étaient déportés en URSS, puis envoyés dans des goulags, des camps de travail forcés. Les soulèvements étaient eux aussi réprimandés par la force, comme le soulèvement du 17 juin 1953. Il y avait un soulèvement qui a eu lieu à Berlin-Est et également après dans quelques autres villes d'Allemagne de l'Est. Et c'était le 17 juin 1953, c'était un soulèvement des travailleurs pour obtenir pas forcément la liberté, mais des meilleures conditions de travail et la liberté quand même d'expression pour modifier quand même la politique interne. Ça a été réprimé par les armes, par les tanks russes et ce qu'on a appris aussi après, par des tanks qui ont été envoyés depuis la Tchéquie pour empêcher tout soulèvement. Le mur de Berlin, un des plus grands symboles de cette guerre, fut construit abruptement la nuit du 12 au 13 août 1961 pour stopper la vague de migration.
Très vite, il passa au stade de rideau de fer, dépassant largement Berlin, créant une frontière opaque entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Lors de la construction, le 13 août 1961, je ne me trouvais pas à Berlin. On se trouvait avec ma famille à la mer du Nord en vacances. Et forcément, on était informés de l'état des choses, mais on a pu revenir à Berlin-Ouest sans difficulté. Les Berlinois de l'Ouest n'avaient aucun moyen de manifester pour empêcher cette construction du mur. On avait pensé que ce serait un truc provisoire qui ne durerait pas, puisque au départ c'était des chicanes, simplement un déroulement de barbelés, mais on a vite compris que c'était un mur qui allait durer, vu qu'ils ont rapidement construit un mur en dur, en béton. Mais on avait quand même l'espoir que les Américains spécialement allaient empêcher ce partage de la ville, mais il n'en était rien. Et puis il fallait se mettre à l'idée que ce mur allait durer plus longtemps que pensé initialement. Et cette construction du mur a renforcé notre opinion et notre crainte d'être empochés par les Russes, comme ça a été fait avec les habitants de l'Est. On avait peur tous les jours. On ne vivait pas une vie tranquille à Berlin-Ouest. Et cet état de choses était voulu par les Russes à tel point qu'ils envoyaient des avions de chasse, des MiG-21, traverser le ciel en dessous de Berlin-Ouest à basse altitude en passant le mur du son, ce qui faisait souvent éclater les vitres des maisons en dessous de notre partie de la ville. Et tout ça pour nous intimider, pour créer une situation qui leur permettait tout simplement d'empocher cette partie de la ville comme une pomme mûre. Et le clivage a été établi à partir de la construction du mur en 1961. Et à partir de ce moment-là, l'éducation de la population de l'Est a été accentuée par les Russes et effectivement les clivages mentaux également dans la population se faisaient plus sentir parce qu'on pouvait mieux contrôler à l'Est l'éducation des gens et les former pour la politique de l'Est. À l'Est, ils avaient des avantages sociaux, tout était gratuit, des familles, que les jeunes gens étaient soutenus par l'État, pouvaient obtenir facilement un appartement très bon marché pour être logés et ne mouraient pas de faim. Les enfants étaient accueillis dès la petite enfance, dès la naissance on peut même dire, par l'État. Forcément c'était dirigé par l'État, mais les enfants étaient pris en charge financièrement également. L'école, tout était pris en charge, l'éducation, même les études, à condition que tout ça se cadrait avec la politique interne. Évidemment, on était au courant de cet état de choses, que l'éducation dès le plus jeune âge formait une génération qui était endoctrinée, qui était entièrement pour le régime, à tel point qu'à partir de la réunification, ils étaient contre tout ce qui était à l'ouest, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas quitter leur DDR, leur pays. Et cette jeunesse entièrement dévouée au parti se faisait appeler les pionniers. Ils remplaçaient les scouts et l'éducation qui allait avec, et à la place apprenaient à devenir de bons soviétiques avec une éducation patriotique, à devenir de futurs soldats avec une éducation militaire.
Ce mouvement était obligatoire pour les enfants de 10 à 14 ans et était commun à presque tous les pays communistes. On savait qu'il y avait énormément de précarité, plus qu'à l'Ouest, puisque l'Ouest était une fenêtre d'Amérique, une fenêtre d'Allemagne de l'Ouest, pour montrer notre bien-être, la richesse du monde occidental. À l'Est, il y avait comme une certaine pauvreté, il y avait également énormément de ruines qu'il fallait encore assainir, qu'il fallait enlever pour construire du neuf. Mais, comme j'ai dit, la population était logée décemment. La femme à l'Ouest, elle avait encore son rôle traditionnel d'avant-guerre, c'est-à-dire mère au foyer, et c'était rare que les femmes avaient un métier. Tandis que dans le pays des travailleurs et des paysans, comme ils l'appelaient, Bauern- und Arbeiterstaat, chaque personne du pays avait un rôle à jouer dans l'État. Les femmes à l'Ouest étaient encore ancrées dans les traditions qui étaient figées, étaient nettement moins libres que celles à l'Est où les femmes étaient obligées de prendre un rôle public. Elles étaient obligées de prendre un rôle public, ce qui n'était pas le cas à l'Ouest. En effet, à l'Est, nous pouvions observer une grande émancipation de la femme dans le monde du travail. Cependant, certains soutiennent que si la femme était autant présente dans la propagande de l'Est, c'était justement pour donner une bonne image du parti et du communisme. D'autres soutiennent que si la femme était autant présente dans le monde du travail, c'était à cause du manque évident de main-d'œuvre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors les femmes qui participaient déjà à l'effort de guerre dans les usines continuèrent d'y travailler, mais cette fois-ci pour l'économie de leur pays. Nous n'avions pas de famille à Berlin-Est. Par contre, je me souviens que nous avons essayé de tenir contact et de voir notre famille qui habitait dans le sud de l'Allemagne de l'Est, au sud de Leipzig, les rencontrer sur des aires d'autoroute. On s'était donné rendez-vous à un certain moment, à un certain endroit. Et puis on leur a apporté la nourriture qui leur faisait défaut, également des objets de tous les jours qui faisaient défaut. Je me souviens, une fois, cette famille nous avait demandé d'apporter des robinets d'eau qu'ils ne trouvaient plus chez eux par leur politique de fabrication contrôlée. Ils n'avaient plus fabriqué de robinets, donc on n'en trouve plus dans leur pays. Alors on a essayé d'apporter des robinets et on s'est rencontrés sur cette aire d'autoroute et on a constaté qu'il y avait toujours un véhicule avec les plaques de l'Est, d'Allemagne de l'Est, et cette voiture quittait l'aire d'autoroute au moment où une autre arrivait. Donc il y avait un contrôle constant des mouvements sur cette aire pour éviter qu'il y ait un échange de personnes, échange de documents ou autre. C'était à tel point que notre famille de l'Est a pris peur et puis ne voulait plus qu'on maintiennent ces contacts physiques par des rendez-vous sur les autoroutes. C'était trop dangereux pour eux. Ils avaient peur de subir des répercussions dans leur ville, dans la famille. À tel point qu'on a perdu notre famille de vue. On avait un contact qui a été rompu en grande partie, qui était contrôlé par l'Est également. On ne pouvait pas écrire librement parce que toutes les lettres qui partaient de l'Ouest, aussi bien de Berlin-Ouest que de l'Allemagne de l'Ouest, étaient contrôlées par l'Est. Donc on ne pouvait pas téléphoner non plus avec eux. Il n'y avait aucun moyen de prendre contact qu'à travers des lettres, mais on ne pouvait pas écrire librement
ni eux, ni nous, sans mettre l'autre en danger. On était persuadés que c'était une dictature, que les gens étaient contrôlés, qu'ils n'avaient absolument pas la possibilité de s'exprimer librement. Déjà à ce moment-là, on avait entendu de la police de l'État, c'est-à-dire la Stasi. Stasi, ça veut dire Staatssicherheit, donc la police de sécurité de l'État, et qui contrôlait toute la vie publique et privée aussi. On savait qu'il y avait énormément d'agents qui étaient parfois même obligés de faire des espions pour l'État, malgré eux peut-être. Donc il y avait des espions pour l'État à l'intérieur d'une même famille même, pour que l'enfant puisse accéder à une meilleure scolarité, faire éventuellement des études. On a contraint le père ou la mère de donner des renseignements à l'État sur leurs propres conjoints, sur les enfants. On a contrôlé même les parents par les enfants à l'école. On a questionné les enfants à l'école. Est-ce que les parents regardent la télévision de l'Ouest? Est-ce qu'ils font quelque chose qui peut être contraire à la politique de l'État? On savait tout ça déjà dans les années début 60. Ça a été découvert largement à la chute du mur, où on a pu avoir accès aux documents de la Stasi. Ça a été prouvé qu'il y avait jusqu'à un espion sur 7 de la population. 2 mois après la chute du mur, les établissements de la Stasi furent pris d'assaut par les habitants de Berlin. La plupart des documents avaient été détruits avant l'arrivée des manifestants, mais les Américains réussirent à récupérer une fiche indiquant plus de 500 000 noms qui travaillaient pour la Stasi. L'ancien centre de détention Hohenschönhausen, utilisé par la police secrète, délivra aussi beaucoup d'informations précieuses, telles que le nom de personnes qui furent enlevées à Berlin-Ouest par la Stasi, ce qui explique la crainte des habitants de l'Ouest, même s'ils n'étaient pas directement sous contrôle de l'Est. Cette prison était connue pour y enfermer des gens, les priver de sommeil et de contact humain, jusqu'à ce qu'elles craquent et qu'elles avouent des choses qu'elles n'avaient pas fait. Je me trouvais en Suisse, dans la vie active, et je l'ai appris le lendemain matin seulement, par le téléphone de mon épouse, qui a eu le téléphone, un appel téléphonique de ma famille, de ma mère, de Berlin. Eux non plus, ils n'ont rien vu pendant la nuit, ils étaient déjà couchés quand les événements ont eu lieu pendant la nuit. Et on a appris ça, on était stupéfaits, on était heureux, on ne pouvait pas les croire. D'ailleurs, ma mère avait toujours soutenu, nous, les vieilles personnes à Berlin, on ne verra jamais la réunification des deux Allemagnes. On ne verra jamais. Et puis pourtant, c'est arrivé pendant une nuit. On peut le dire par mégarde. Mégarde, pourquoi? Tout simplement parce que un employé de l'État, Günther Schabowski, qui était speaker officiel de l'État, lors d'une conférence de presse, a répondu à une question d'un journaliste italien qui avait posé la question pour la liberté de mouvement des citoyens d'Allemagne de l'Est. Il a demandé, et quand est-ce que un nouveau règlement pour ces citoyens de l'Est est appliqué? Il a dit, parce qu'il n'a pas lu les textes du secrétaire d'État, il a dit, d'après moi, immédiatement. Et puis ça a fait un soulèvement dans la population, et vu que c'était le speaker de l'État qui a prononcé ces paroles, les gens ont pu accéder à la frontière et puis ont passé cette frontière. Mais ils ne voulaient pas s'émigrer, ils voulaient juste voir de l'autre côté du mur. Moi, je n'ai jamais vu de choses comme ça. Nous voulons juste regarder tout ce qui est là, après on rentre.
Ils voulaient rester chez eux. Chez eux, c'était leur pays. La DDR et Berlin-Est, c'était leur pays. Ils ne voulaient pas le quitter. Ils ne voulaient pas l'abandonner. Ils ne voulaient pas le changer non plus. C'était leur patrie qui a évolué pendant ces 40 ans de clivage. Mais ils aimaient également leur pays. Même s'ils n'avaient pas toutes les libertés qu'on chérit ici à l'Ouest, n'est-ce pas? Liberté de mouvement, liberté de parole, d'expression, etc. Ils étaient fiers aussi de leur pays, de leur patrie. La vie après la chute du mur, pour les habitants de l'Est, était une ouverture vers l'Ouest, mais représentait également une nouvelle précarité, parce que tout ce qu'ils ont acquis avec la réunification ne compensait pas les avantages sociaux dont ils disposaient sous le régime. Ils avaient des avantages sociaux à l'Est, tout était gratuit, les enfants étaient accueillis dès la petite enfance, dès la naissance on peut même dire, par l'État. Forcément c'était dirigé par l'État, mais les enfants étaient pris en charge financièrement également. L'école, tout était pris en charge, l'éducation, même les études, à condition que tout ça se cadrait avec la politique interne. Mais tous ces avantages, ils les perdaient avec la réunification où c'était uniquement le rendement, le course au profit qui déterminait la vie. Après la chute du mur, forcément, donc on a repris tout de suite contact avec cette famille à l'Est. On a été les voir juste après la chute du mur qui avait eu lieu donc en novembre 1989. Et on est allé à Pâques de l'année suivante, en 1990. On a été les voir sur place. C'était vraiment des retrouvailles très touchantes. Il manquait forcément de tout pendant toutes ces années, mais on a compris que la précarité de vie qui les accablait pendant toutes ces années n'était pas déterminante pour leur bien-être, puisqu'ils vivent en famille et ils vivent quand même un certain bonheur de famille. Et on a compris que la richesse matérielle n'était pas ce qui était déterminant dans la vie de tous les jours. Le manque de moyens était compensé par des contacts personnels avec des amis, avec leur famille également, et ils partageaient le peu dont ils disposaient. C'était une découverte qui nous a réellement touchés. Notre richesse matérielle était en réalité rien à côté de leur richesse par les contacts, par la cordialité de leurs contacts entre eux. Ils avaient des liens de famille peut-être beaucoup plus étroits que nous à l'Ouest. Notre vie paraissait superficielle parfois. Après la chute du mur et les retrouvailles entre deux pays trop longtemps séparés, ce n'est pas seulement la vision qu'ils avaient l'un des autres qui a changé, mais aussi la vision que portaient les Berlinois de l'Ouest envers les États-Unis. On commençait à voir la politique américaine qui n'était pas uniquement nos sauveurs, effectivement ils nous ont sauvés d'une certaine manière, mais que ce n'était pas uniquement des bienfaiteurs partout au monde. On commençait à les critiquer ouvertement, qu'ils avaient également une politique expansionniste. Ce n'était pas uniquement les Russes qui faisaient cette politique, mais aussi des Américains.
qui essaie de prendre l'influence pour créer justement ce clivage entre le capitalisme et le communisme. Ils s'investissaient dans beaucoup de pays différents pour créer une barrière contre le communisme. D'ailleurs, cette attitude est la seule qui les avait motivés de s'engager pour garder cette partie de Berlin-Ouest libre des Russes, pour créer cette barrière contre le communisme. C'était cette volonté de lutter contre le communisme qui les a également motivés de remonter l'Allemagne de l'Ouest pour faire barrage au communisme. Peu importe dans quelle direction tu pars, tu arrives toujours à l'Est. C'est la phrase qui représentait le mieux Berlin-Ouest pendant la guerre froide. Un petit îlot dans une mer de communisme, toujours menacé mais jamais englouti. Mais la phrase qui représente le mieux Berlin après la chute du mur et qui décrira toujours Berlin, c'est Berlin bleibt Berlin. En français, Berlin reste Berlin. Car même après des années séparés les uns des autres, chacun éduqué par une doctrine opposée à celle des autres, conditionné à se haïr. Quand le mur il est tombé, il n'y avait qu'une seule population. Et tous les préjugés accumulés pendant cette guerre de désinformation, finalement ils se sont presque tous envolés quand les Berlinois ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous Berlinois. Berlin bleibt Berlin.